Aujourd'hui, on parle d'un véritable ovni dans l'histoire du jeu d'échecs, puisque c'est un mec qui a une carrière de météorite complète dans l'histoire du jeu. C'est un joueur indien qui s'appelle Sultan Khan. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez passer directement aller au deuxième chapitre sur la partie qui vaut aussi le détour. Mais je vous invite à rester sur l'introduction parce que vous allez voir, sa vie, elle est hors du commun, c'est digne d'un film. Ce mec, en gros, c'était un joueur indien qui a appris à jouer en étant serviteur chez un riche dignitaire indien qui travaillait pour la couronne britannique. On est au début du siècle dernier. Et à force de regarder son maître jouer aux échecs face à d'autres hauts dignitaires indiens, en lui servant le thé tous les jours à l'observer, il a appris les règles du jeu et il a été formé à un style de jeu qui était le jeu indien, la forme indienne du jeu d'échecs. Et petit à petit, son maître va se rendre compte qu'il y a un talent inné chez son serviteur et il va le présenter à d'autres grands joueurs indiens. Et petit à petit, Sultan Khan va développer un amour pour le jeu et une compréhension du jeu qui est complètement innée et qui est du talent brut, quoi. À la suite de ça, son maître décide de l'amener en Angleterre pour le faire jouer un peu dans les tournois avec les très forts joueurs anglais de l'époque. Donc on parle de Yates, de Thomas, de grands noms des échecs anglais des années 1920-1930, à tel point que Sultan Khan va participer plusieurs fois au championnat d'Angleterre et le gagner. C'est vraiment une histoire de film parce qu'on a un joueur qui est analphabète, qui n'a pas appris en lisant donc, des livres d'échecs, des bouquins de théorie, qui ne dispose pas de tout ce stock de connaissances et qui fait tout reposer sur du calcul brut. Et en fait, ça influence énormément évidemment son style, et c'est pour ça que c'est un joueur qui, pour moi, a toute sa place dans la série des Rois sans couronne, puisque c'est un joueur qui s'est auto-formé, qui a développé un style et une compréhension du jeu qui sont très rares. C'est-à-dire quand on regarde ses parties, on n'a pas affaire à un mec qui joue 30 coups de théorie sur l'espagnol, mais plutôt à un mec qui essaie d'avoir une position saine et ensuite de calculer pour s'il a des difficultés, de tout faire reposer sur le calcul pour se défendre et pour réussir à égaliser, à retourner la partie. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de parties très longues dans ce qu'il a joué. On va tomber sur plein de parties qui font 60 coups, 70 coups, 80 coups. C'est un joueur très tenace et qui voulait absolument découdre avec ses adversaires. Et c'est donc une météorite dans l'histoire des échecs puisque c'est impossible d'atteindre ce niveau. On parle du top 10 mondial, on parle de victoires contre Capablanca, contre Tartakover, contre tous les meilleurs joueurs de l'époque, beaucoup de grands maîtres. Et tout ça en autodidacte, donc vraiment incroyable. Et en plus, c'est un joueur qui fait voyager un peu dans le temps parce que voilà, c'est un joueur qui est né dans les Indes britanniques à l'époque, qui ensuite a défendu la couleur de l'Empire britannique dans l'équipe d'échecs de l'Empire britannique et qui est mort dans ce qui serait aujourd'hui le Pakistan. Et pour l'anecdote, il y a Ruben Fine, qui est un grand maître américain qui écrivait un livre et qui voulait l'interviewer, qui a essayé de se rendre en Inde pour le rencontrer et puis lui poser des questions, etc. Et quand il s'est présenté chez son maître qui était apparemment un personnage très imbu de lui-même et qui est pas très malin, leur a fait servir le café par Sultan Khan qu'ils étaient venus interviewer. Ils n'ont pas pu lui poser les questions qu'ils avaient prévu de lui poser pour leur livre. Et ils se faisaient donc servir le café par le mec qui était leur adversaire sur l'échiquier quelques années auparavant dans les grands tournois, quoi. Donc une scène complètement lunaire, une scène de film en fait. Et donc aujourd'hui on va se pencher sur une partie en particulier qu'il a jouée, mais on aurait pu choisir, il y a des dizaines d'exemples de son style complètement unique, et j'espère que vous allez comme moi apprécier son sens de la défense et son sens du calcul inné. On se retrouve donc avec la partie de Sultan Khan contre Marshall, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Donc Marshall, si vous vous rappelez bien, c'était un joueur qui est très offensif, très agressif, qui adore les complications et qui adore mettre des petites sucreries dans les parties avec des petites combinaisons tactiques, etc. Et on va voir que là, ça a mal tourné pour lui, parce qu'il est tombé sur un joueur qui calcule très bien. Et Sultan Khan a su naviguer dans les complications et prendre Marshall à son propre jeu, en fait. Donc pour l'ouverture, vous pouvez voir, c'est une partie du centre. Bon, c'est pas forcément l'ouverture, c'est pas forcément encore une fois le point fort de Sultan Khan. Donc rapidement, en fait, il va avoir une position assez plate et égale, voire limite un peu moins bien en fait. On est ici au 9e coup après fou G4 et puis vous pouvez voir que les blancs en fait, ils ont pas roqué. Le fou a du mal à sortir parce qu'il est gêné par le cavalier E2. Tout ça, c'est pas une super ouverture pour les blancs en fait. Les noirs, au contraire, ils ont tout l'espace, ils ont la dame qui trône au milieu, qui peut pas être attaquée. C'est plutôt une ouverture réussie pour les noirs en fait, ce début de partie. Et donc Marshall va se sentir un peu pousser les ailes parce que là, en reculant, dame D7, F3, là on a le premier moment de complication entre guillemets de la partie. Là, Marshall, il joue un coup typique de son style de jeu dont je vous parlais la fois dernière, puisqu'il joue grand roc, et il termine son développement et il fait comme s'il n'y avait pas de menace sur le fou. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si les blancs prennent le fou? Si les blancs mangent le fou, en fait, là, très vite, les noirs ils vont s'activer, ils vont activer la dernière pièce, c'est-à-dire la tour H8, et ils vont poser des problèmes aux blancs qui ont la dame en E3 et le roi en E1. On peut voir que cet alignement-là, c'est rarement une bonne idée d'avoir les deux pièces les plus importantes du jeu, comme ça, sur une colonne ouverte en plein milieu de l'échiquier. Et quand on a les blancs, c'est pas une bonne idée d'être en retard de développement non plus. Donc ça aurait pu mal tourner. Donc encore une fois, qu'est-ce qui se passe si le fou est mangé? En fait, tout simplement, fou H4 échec,
menace de jouer tour E8, d'amener la tour au milieu pour clouer la dame sur le roi, donc roi D1, tour E8 quand même, dame D3 pour essayer de faire un échange de dames, dame prend G4 et on voit que les blancs ils prennent l'eau dans tous les sens là. Parce qu'il y a un sacrifice de qualité en E2 ici. Bon, on va pas rentrer on va pas complexifier trop le jeu, mais on peut voir qu'ici les blancs ils sont fixés sur la colonne D, le roi passe un mauvais moment en D1, il préférait être ailleurs, le roi des blancs, et les noirs ont pratiquement pas investi le matériel. Ils ont une qualité à un pion, c'est-à-dire cavalier et pion, versus la tour, et ils ont une attaque de fou furieux, ils vont continuer à pilonner le fou en D2. Bref, mauvais moment pour les blancs. Donc je reviens à ce moment-là, grand roc, Sultan Khan, c'est le premier moment où il garde la tête froide, il joue grand roc lui aussi, il se développe, il refuse le sacrifice du fou en G4 proposé par Marshall. Et là, on a un autre moment important, Marshall joue tour H8, et il continue à se développer et il maintient son idée de lancer une petite sucrerie, c'est-à-dire de laisser le fou en G4. Et là, c'est peut-être la goutte de trop, quoi, entre guillemets, parce que Khan, on est bien avant la période des ordinateurs, par contre, il calculait très bien, encore une fois, et donc il se dit, est-ce que le thème du sacrifice dont on parlait au coup précédent fonctionne encore? Est-ce que là, si je mange le fou G4, je vais être en danger cette fois-ci? Maintenant que les deux joueurs ont roqué, c'est plus la même histoire, parce que le roi de Khan n'est plus exposé sur la colonne E. Et donc sacrifier une pièce, c'est quand même pas rien. Et Marshall, tu es du genre à sacrifier pour la beauté du geste, quoi, pour le sport, mais là, on va voir que ça marche moins bien. Donc Khan a accepté le sacrifice, il a mangé, et là, dans la position, Marshall s'était dit, fou B4, ça c'est un coup très fort qui va poser un gros problème aux blancs, puisque ça... En fait, c'est comme une soupape de pression, quoi. Il y a les deux colonnes centrales qui sont ouvertes. On voit qu'il y a la tour E8 qui met une pression sur la dame E3 et il y a les deux pièces doublées ici sur D2. Sachant que le fou attaque le fou en D2 en plus. Donc on dirait que les blancs sont dans une sauce pas possible. Ils ont toutes les pièces en prise en même temps et qu'ils ne vont pas s'en sortir. Mais en fait, Khan garde la tête froide encore une fois. Dame F2. La dame, elle recule puisqu'elle était en prise à cause de la tour E8 et elle continue à protéger latéralement le fou en D2. Toujours pas de problème. Le bateau ne prend pas l'eau pour l'instant. Fou C5. Fou C5, c'est un très joli coup. Marshall comptait sur ça pour commencer à poser des problèmes très concrets aux blancs, puisqu'il se dit, maintenant, je dévie la dame qui protège des deux, et donc si les blancs acceptent le sacrifice et mangent le fou C5, là, vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher la combinaison, mais la combinaison, elle est assez simple à trouver, c'est dame prend D2, tour prend, et ensuite on vient mater comme ça. Et donc le fou en C5, celui-là, le fou qui est proposé en C5, il n'est pas comestible, les blancs ne peuvent pas le manger avec la dame. Très simple pour Khan, il va juste, regardez, un petit coup tranquille, dame F3, et maintenant il est parti de la pression qui était imposée par le fou C5, et la pièce en D2, elle n'est pas prenable pour l'instant puisqu'elle est protégée par la tour. Donc on dirait que tout va bien, il est un peu sur le fil, mais tout roule pour les blancs. Et au moment où on parle, si tout va bien, c'est les blancs qui sont mieux puisqu'ils ont mangé le fou en G4 que Marshall avait offert tout à l'heure, et pour l'instant il n'y a pas assez de jeu pour la pièce. Et ça va poser problème très vite, puisque c'est pas qu'une affaire de matériel quand on sacrifie des pièces aux échecs, c'est pas que le matériel qui compte, c'est que le matériel qu'on a sacrifié, c'est pas que des points, je veux dire, d'un point de vue arithmétique, c'est aussi de la force de frappe en moins. Et la pièce qui était en G4, elle manque pour attaquer, le fou de casse blanche en l'occurrence. Tour E3, là encore une fois un coup de Marshall typique, c'est-à-dire sacrifice de tour qu'il avait vu longtemps avant, et sûrement il avait surestimé la force de ce coup, et c'est là où la partie bascule peut-être, parce que ce qui avait échappé à Marshall, c'est sûrement le coup de défense de Khan avec les blancs. Puisque tour E3, c'est un très joli coup. Évidemment, il profite du fait que le fou est cloué sur la tour. C'est-à-dire que si les blancs acceptent le sacrifice et mangent la tour, en fait, tout simplement, on va jouer fou prend E3 échec intermédiaire, dame prend, et mat. Et donc, il s'était dit, tour E3, ça va mettre la dame des blancs dans une sauce pas possible, puisqu'il va devoir jouer dame F2, il va y avoir ce vis-à-vis entre le fou noir et la dame F2, et la partie, ça commence à tourner en faveur des noirs. Et en fait, ce serait encore très compliqué, évidemment. Mais tour E3, c'était un peu peut-être spéculatif ce qu'il a fait Marshall. Et ce qu'il avait oublié dans son calcul, c'est que là, les blancs, ils ont un coup très très fort. Ils ont le coup dame D5. Et dame D5, c'est un coup qu'on a tendance à oublier quand on regarde la position de prime abord, puisque la dame, on dirait qu'elle est mise sur une case où on va perdre du matériel avec les blancs, puisque la case est contrôlée qu'une fois par le cavalier, et il y a deux pressions dessus. Il y a la dame et la tour. Donc on dirait que les blancs rendent du matériel pour s'en sortir. Et en fait, si on analyse un peu plus en détail, un peu plus finement, c'est pas si simple que ça. Khan, c'est celui qui a une avance matérielle, il a une pièce de plus. Et en fait, ce qu'il fait, c'est un mécanisme de défense là qu'il faut absolument retenir et que vous le rajoutiez dans votre arsenal de joueurs. C'est-à-dire qu'il va utiliser l'avance matérielle qu'il a pour rendre un peu de matériel, mais le rendre dans des conditions qui sont favorables aux blancs, c'est ce que vous allez voir. Si ici, Marshall avait accepté le sacrifice de pièces et qu'on était rentré dans cette suite-là, en fait, il y a un petit détail ici, c'est-à-dire que évidemment, les blancs ne vont pas manger la tour puisqu'ils se feraient mater comme ça. S'ils acceptaient maintenant la tour, il y aurait cette séquence-là, et toujours pareil, mat au bout à la fin en D1.
Par contre, il y a un coup subtil qui avait échappé, je pense, à Marshall encore une fois, c'est-à-dire que si ici les noirs croquent la dame, on remange, tour prend, et momentanément on dirait que les noirs ont gagné du matériel, mais en fait il y a le coup fou C4 qui va poser un gros problème aux noirs. Et là, d'un coup, tout va bien. C'est-à-dire qu'on a rendu la pièce, on n'a plus d'avantage matériel au moment où vous avez la position sous les yeux là. Par contre, les deux tours des noirs sont en prise. Et donc, en fait, il a rendu temporairement le matériel qu'il avait en avance pour arriver dans cette position où les deux tours sont en prise au même moment. Et donc, les noirs vont perdre à nouveau du matériel et transposer dans une finale où, maintenant qu'il n'y a plus les dames, en fait, il n'y a plus d'attaque. Et donc, la transition vers la finale serait complètement gagnante pour les blancs. Et évidemment, ce ne serait pas la meilleure des idées pour les noirs de rentrer là-dedans. Et donc là, la partie a commencé à tourner. Et Marshall a vu que la game était en train de lui échapper. Il a joué Dame E7, qui permet de garder un peu des pièces sur l'échiquier. La dame, elle protège là, et en même temps, elle découvre l'attaque de la tour sur la Dame D5. Mais en fait, ça ne suffit pas, puisqu'il y a Dame F5 échec. Encore un coup, ça c'est un coup gratuit. Quand on défend, c'est toujours intéressant d'avoir un échec pour fuir et sauver sa pièce, quoi. Roi B8, cavalier D3. Et là, d'un coup, on sent que tout est en train de se refermer. Le piège se referme sur les noirs, puisqu'ils ont 18 pièces en prise au même moment. La tour qui était venue se mettre dans le camp des blancs en E3, elle n'a plus trop de sens en fait. D'un coup, c'est une pièce hyper vulnérable, c'est une grosse pièce en prise en fait. C'est juste, il n'y a plus de danger là immédiat. Le cavalier couvre tout. Il vient faire tampon, il bloque la colonne D. En même temps, il contrôle la case d'arrivée E1. Il n'y a pas vraiment de danger pour les blancs maintenant sur la première rangée. Et d'un coup, la partie a tourné. Marshall a dû sacrifier plus de matériel, mais bon, ça ne donne pas grand-chose. Et on arrive dans cette position-là, où il a joué encore quelques coups, mais voilà, l'attaque est passée, le roi en B1 est complètement à l'abri, ils ont continué, je vous mets la position finale, ils ont continué jusque-là, mais au moment où on parle, il a deux qualités, un fou de plus, un pion de plus, 18 pièces de plus, quoi. Et donc, ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est le thème de défense enfin les différents thèmes de défense qui sont mis en place par les blancs. Si je reviens un peu en arrière, à partir de ce moment-là, les noirs viennent de laisser le fou en G4, ici. Les blancs ont roqué, les noirs décident de remettre une pression au centre sur la dame, mais en fait, c'est un peu optimiste la manière de calculer des noirs. Les blancs ont pu manger le fou en G4 dans de bonnes conditions, puisque après les diverses découvertes des noirs, les blancs arrivent tout le temps à garder la protection sur la pièce en D2, sur le fou en D2 qui est cloué dans tous les sens, et dans le bon tempo, ils arrivent à proposer une restitution du matériel, c'est-à-dire de rendre momentanément le cavalier qu'ils avaient de plus, pour arriver dans une finale complètement gagnante, comme on l'a vu avec cette variante qui était très jolie, où si les noirs acceptent, fou C4, on transpose en finale et on attaque deux pièces en même temps. Et donc ça, c'est un thème avec lequel il faut savoir jouer. Quand on a du matériel d'avance, c'est important pour se défendre de savoir rendre une partie du matériel pour faire transitionner vers une phase de partie qu'on va pouvoir convertir et gagner par la suite, quoi. Encore plus quand on est en train de se faire attaquer, comme c'était le cas par un joueur comme Marshall, qui est un fou furieux des sacrifices et de l'attaque à tout va, quoi. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu pour cette série des Rois sans couronne et qu'elle vous aura fait connaître un joueur qui est quand même hors du commun et qui a eu une vie qui mériterait des dizaines de films tellement c'est quelque chose lunaire, sa progression dans le monde des échecs mondiaux.